L'industrialisation n'a pas que des avantages. Elle apporte aussi pollution, insalubrité et contamination de certains milieux. Mais à l'époque, les préoccupations environnementales n'existent pas. On voulait que la ville paraisse comme une métropole industrieuse et la fumée des cheminées était un signe de cette prospérité, de cette richesse. Hein? On les qualifiait de cheminées du progrès en quelque sorte. Au début des années 50, le gouvernement fédéral décide d'investir dans les universités et il y a à ça, disons, tout un contexte qu'il faut ajouter. Le contexte, c'est que, d'abord, la première chose à dire, c'est que l'éducation, c'est une compétence exclusive des provinces. Donc, le fédéral, en principe, n'a pas à se mêler de financement d'enseignement supérieur. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral reprend la politique centralisatrice qu'il avait essayé déjà d'adopter à la fin des années 30. Et ça veut dire que le gouvernement fédéral conçoit le Canada de plus en plus comme un pays unitaire plutôt qu'un pays fédéral. Et moi, ce qui était davantage mon rôle, c'était d'aller voir, par exemple, dans la ville, bon, il y a un chapitre qui est consacré aux deux villes les plus importantes au 20e siècle. On parle de Drummondville et Victoriaville. Ce que je faisais, bien, moi, j'allais voir qu'est-ce qui se passe dans ces villes-là. Comment changent les modes de vie? Comment, qu'est-ce que l'arrivée de la grande entreprise, par exemple, implique en termes je dirais, de réorganisation de tout un milieu de vie. Bon, je regardais ça. J'ai fait la même chose pour le monde rural aussi, où là, il s'agissait un petit peu de regarder ces choses-là à cette échelle-là. Mais là, c'est quoi? Vous arrivez avec une brique, ça d'épaisse de comment ça fonctionne à Paris pendant la Révolution française? Ah, c'est pire que ça. C'est que j'arrive avec environ 3000, 4000 images d'un lieu. Eux, ils veulent savoir, par exemple, sur la Bastille qui a été prise le 14 juillet 1789, dès le 15 juillet, on l'a détruit. Donc, ça veut dire qu'elle n'existe plus. Donc, moi, je leur sors tout ce qui existe comme plan d'archives et autres. Et là, je leur dis, bon, ben voici ce qu'on te connaît. Et eux, dans des bases de données qui croisent, ils vont chercher du texte. En fait, ils font un travail d'historien. Et le problème, des fois, c'est que je leur apporte tellement d'images que les disent, OK, là, il faut arrêter. Faut fixer les choses. Et c'est toujours ça, de toute façon, en histoire. En histoire, je dis souvent qu'on ne travaille pas sur le passé, on travaille sur les traces du passé. Donc, quelles sont les traces, un peu comme une enquête de police, qui nous révèle ce qui s'est passé de 1789 à 1794, le temps pendant lequel se passe le jeu. Bon, Oui, absolument. Trump use beaucoup de la colère dans sa politique. C'est pas le premier président à faire ça. Il y a plusieurs. On calcule qu'il y a 4 présidents qui n'ont jamais utilisé la colère politiquement dans toute l'histoire des États-Unis à des moments clés. Des présidents pas très connus comme Taft Harding, que je pense pas que vous pensez à eux très souvent. Là, les autres, je les oublie, mais ils sont pas très connus. Ford des années 70. Tous les autres ont utilisé la colère à des moments clés. Et en général, ça passe très bien. La condition pour que la colère passe bien, il faut que la population ait l'impression que ce soit en leur nom, pour défendre leur intérêt. Ça n'existe pas. En donnant la vie. Mais quelle était votre idée de départ avec ce livre-là? Qu'est-ce qui vous a conduit à traiter de ce sujet-là? C'est certain que ma curiosité d'historienne à l'égard d'un phénomène qui va de soi. De nos jours, on ne se pose pas la question pourquoi est-ce que les choses sont comme sont comme cela. Et on ne se pose pas de questions. On entre dans un système qui est celui de l'accouchement à l'hôpital, essentiellement. La plupart des femmes, c'est ce qu'elles font. Alors, pourquoi est-ce que si naturellement on fait les choses comme ça? Et moi, mon intuition d'historienne me disait qu'il y a certainement un conditionnement aussi qui est de l'ordre du passé. Hein? Nos mères l'ont fait, les grands-mères l'ont fait, puis ils ont trouvé ça très bon, puis ils trouvaient que c'était la meilleure chose à faire. Alors... D'aller accoucher à l'hôpital. Ben oui, c'est ça. Ouais. Alors, donc, est-ce qu'il y avait une idée derrière?
Ah, mais je trouve que, premièrement, il y a très peu de personnes qui s'intéressent à l'histoire de la déficience intellectuelle. Moi, globalement, je m'intéresse à l'histoire de la protection sociale au Québec. Oui. Alors, parfois, c'est les orphelins, parfois, c'est autre chose. Oui. Là, depuis une couple d'années, c'est la déficience intellectuelle, parce que j'avais des archives pour ça. Et puis, donc, ce livre-là humanise énormément les personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas des numéros dans un hôpital, mais c'est vraiment Pierre, Jean, Jacques, avec leurs particularités. C'est la vie quotidienne dans un hôpital psychiatrique pour personnes avec des incapacités. Aussi, hein, oui, c'est ça. C'est vraiment une approche simple, mais c'est une approche extrêmement documentée. Oui. Sous son style, qui est un style un peu naïf, un peu simple, il y a une réelle recherche historique inédite et qui donc peut apporter beaucoup à l'histoire du comment la société québécoise a évolué dans son rapport avec ces personnes-là. Oui. C'est arrivé souvent dans l'histoire qu'il y a eu une rumeur de fin du monde en raison d'une pandémie, notamment. Oui. Est-ce que ça vous fait peur, ce qu'on vit? Oui. Oui, ça me fait peur, mais une peur qui est mesurée dans la mesure où on met tout en place pour éviter la catastrophe. Là où on l'a échappé en 1918, là où on l'a échappé en 1885, là où on l'a échappé durant la peste noire, là, on est en train de mettre le filet pour éviter, justement, de le faire. Et je suis content d'entendre le ministre, justement, parce qu'en 1919, après la grippe espagnole, le fédéral a dit, là, ça marche pas, il nous manque quelque chose, et on va créer le ministère fédéral de la Santé à la suite de la grippe espagnole de 1919. Si ça se trouve, les structures gouvernementales et provinciales et fédérales et mondiales, parce que l'OMS a un rôle crucial à jouer, qui vient après la Seconde Guerre mondiale, vont complètement être renversées. Et je pense qu'on va entrer dans un monde qui est complètement différent. Et